Bonjour à tous et bienvenue dans un numéro spécial, NFL spécial, c'est le premier de la saison. On va faire un bilan de chaque franchise ou de le maximum de franchises que l'on peut sur la chaîne. Et aujourd'hui, je spoil direct, on va parler des 49ers. Et qui de mieux que deux fans de 49ers pour venir m'accompagner pour cet épisode. On l'accueille de suite, il n'est pas là pour nous emmener sur les sentiers de Marcel Pagnol, mais il est là pour nous parler des sentiers de Kyle Shanahan. Il va nous dire tout de suite, il va nous conter des belles histoires. C'est Olivier. Comment tu vas, Olivier? Salut, comment tu vas? Écoute, moi ça va et toujours content d'être avec toi pour cette première NFL spéciale. Eh ben c'est parfait, sur les chaînes du Foot US de A à Z. C'est une première, c'est une série que je vais sortir plusieurs fois. Donc là, je spoil le prochain, ça sera sur les Patriots, mais je vous dis pas l'invité. Bref, on y va et on enchaîne tout de suite. Qui de mieux que Romain qui vient pour une nouvelle fois sur la chaîne. Bonjour Romain, comment tu vas? Très bien, je vous accueille avec les maillots de circonstance, voilà, pour Olivier, maillot 16 de l'époque, et derrière un petit peu de décoration pour parler des 49ers. Merci Johan de m'inviter, et merci d'avoir aussi fait venir Olivier, que j'écoute toutes les semaines dans un autre podcast, avec grand plaisir, parce qu'il y a une belle communauté NFL en France. Exactement, et donc on le spoil tout de suite, le podcast du Fail Food Podcast, les fans des 49ers en France. Voilà, c'est l'occasion, c'est l'occasion de parler de chaque semaine de votre franchise. Et du coup, vous faites un super taf, bravo à vous. Le jingle est là. On va revenir, donc on va faire une intro présentation du contexte de la saison des 49ers. On va revenir sur l'intersaison aussi, les tournants et les départs. Sur un départ dont Olivier qui va nous compter un peu les départs. On va parler de son Dédé Greenlaw favori. Ensuite, on va parler du début de saison, l'analyse sur les premiers matchs. Bref, on va y revenir, tous les blessés, tout ça, vraiment, on va revenir. L'effet Robert Saleh, la relation avec son head coach Kyle Shanahan, parce que c'est un grand changement aussi dans votre franchise. Et après, la projection, qu'attendre sur cette saison, avec tous ces blessés, tout ça. Je spoil les blessés, bien évidemment, parce que ceux qui suivent la NFL sont au courant de ce qui se passe chez les 49ers en ce moment. Bref, on y va tout de suite, le jingle se termine, c'est parfait, et let's go. C'est parti. Alors, l'introduction, donc on y va tout de suite. Présentation, donc le contexte de la saison. Au niveau pas de grand changement au niveau du coaching staff, à part le coordinateur défensif qui arrive. C'est un gros à part. On va le mettre tout de suite. Robert Saleh qui revient chez les 49ers après sa pige de head coach chez les Jets. Et là, ça correspondra on va dire après, à la relation avec Kyle Shanahan, mais on y reviendra plus tard. Il y a eu des départs, des arrivées. Donc, le contexte de pré-saison pour vous. J'avais fait l'épisode avec Elliott. Calendrier très abordable, ce qu'on avait abordé déjà dès le départ. Ça, c'est une grande force. Mais la NFL, il ne suffit pas d'avoir un calendrier abordable. L'essentiel, c'est de gagner les matchs. Le reste, qu'on joue bien, mal, qu'on soit bon ou mauvais, qu'on fasse des stats de fou ou pas des stats, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de gagner. Donc, vous avez accroché plusieurs victoires cette année quand même, plutôt intéressantes, puisque là, on est là pour faire le bilan de mi-saison quand même. On va passer à la week 10. Vous avez donc remporté les matchs, plusieurs matchs depuis. Vous êtes en bilan de 6-3, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Vous avez battu les Seahawks. Vous avez battu les Rams chez eux sur un match dantesque. J'y étais. C'était magnifique. Le porte-bonheur. Où Sean McVay a essayé d'aller jouer la gagne. Il ne l'a pas pris. Mais ça revient aussi aux 49ers de pousser les Rams dans leur retranchement. Vous avez eu le meilleur bilan de votre division parce que là, les matchs vont arriver, les matchs retour. Mais derrière, ça se corse quand même parce que les Seahawks sont en forme. Les Rams sont en forme aussi. Bref, vous avez quand même des défaites qui ne sont pas infamantes en soi, on ne va pas se mentir. Vous avez quand même vous avez gagné ce week-end contre les Giants là-bas. Vous avez perdu contre les Texans chez eux, ce qui n'est pas non plus. On a vu le match contre les Broncos, c'est quand même une grosse défense. Vous gagnez les Falcons, vous perdez contre les Bucks. Voilà, les Bucks, ça reste les Bucks, on ne va pas se mentir. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes à 6-3. Moi, ça fait des semaines que je vends le coaching et les blessés chez les 49ers. Je me dis, c'est une saison galère, ils n'y arriveront pas. Et chaque semaine, ça change, quoi. Chaque semaine, vous gagnez. On va dire, vous trompez les adversaires pour aller quand même apporter certaines victoires importantes. Et vous êtes à bilan positif. Maintenant, je vous donne la parole. Qui commence? Olivier, Romain, lequel commence? Comme vous voulez.
Vas-y. Olivier, Vas-y, alors, vas-y. écoute, alors, il y a quelques semaines, quand tu m'as contacté, Johan, j'étais dans l'extrême, j'étais à deux doigts de me dire à quoi ça sert de faire cette émission. De toute façon, c'est l'équipe B des 49ers cette saison, donc on peut dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut espérer? On a des blessés de partout. Mon Purdy a joué 2 matchs sur 9. Kittle s'est blessé au bout de 3 matchs ou un Un match. drive. Voilà, il est revenu il y a 2 matchs. Un Voilà. drive. Pearsall Un drive blessure. s'est blessé il y a 3-4 matchs. Il joue plus. McCaffrey miraculeusement, qui est l'homme qui devrait se blesser, tient le choc. C'est miraculeux. En défense, Bossa, Warner, là, Bryce Huff, qui était vraiment un nouvel élément, qui était rentré dedans, s'est blessé. J'en oublie. Mike Ayuk. Williams, le petit. Mike Williams Voilà. aussi, Bon. c'est fou. Et voilà. Donc bon. Et puis finalement, comme tu dis, on s'en sort. En fait, ce qu'on peut dire sur la saison, c'est que on gagne les matchs qu'on doit gagner, ce qui est bien parce que c'est pas toujours le cas. Franchement, on gagne, on se fait pas battre bêtement. Il y a peut-être les Jaguars qu'on aurait pu gagner, mais bon. Et puis, on ne perd pas tous les matchs qu'on devrait perdre. Tu as parlé du match du miracle contre les Rams. J'étais au stade. C'est un match qu'on doit perdre. En plus, j'ai fait le Faithful podcast dans la foulée de ce match-là en remplaçant, j'espère, Olivier de bonne manière. C'est un match qu'on doit perdre. Les Seahawks, première journée, on le gagne sur une passe miraculeuse de Purdy pour Tongues qui avait jamais capté un ballon de sa vie à la dernière seconde. Si on le perd ce match-là, c'est pas un scandale. Les Cardinals, pareil, on les bat à la dernière seconde, je crois. Donc, voilà, sur un field goal, si je me trompe pas. Donc, on gagne les matchs qu'on doit gagner et on ne perd pas tous les matchs qu'on doit perdre. On serait aujourd'hui à 4-5. Ça serait pas, enfin, je veux dire, ça serait dommage, mais ça serait pas scandaleux parce qu'on est passé parfois à des victoires vraiment limites. Donc, il y a un petit miracle à San Francisco. La question, c'est combien de temps ça va tenir avec nos blessés actuels? Je sais pas, parce qu'à un moment, on n'a pas une marge énorme. Donc là, les Giants étaient très très faibles ce week-end. Donc heureusement qu'on a gagné, mais là il y a les Rams qui arrivent le week-end prochain. J'ai très peur. Voilà, on va pas se mentir, j'ai très peur. Donc on en est là. On a optimisé l'équipe avec vraiment au maximum de ce qu'on a pour l'instant, mais il faut que les blessés reviennent, sinon on s'en sortira pas. C'est mon avis. Bien évidemment. Bien évidemment. Et toi, Olivier, toi, ton ressenti sur ce début de saison, et après on fera un rétropédalage, on repartira sur un petit peu le début de saison, les départs, les arrivées, le tournant, voilà. Vas-y, explique-nous un peu comment tu ressens cette saison, parce que je t'écoute chaque semaine sur le podcast. Vous le savez, même si je suis un fan de Kansas City, j'écoute beaucoup de podcasts. J'ai la chance de pouvoir, je fais beaucoup de kilomètres en voiture, donc c'est mon métier, mais j'écoute beaucoup de podcasts. Et du coup, je vous écoute chaque semaine, et chaque semaine, je me dis… les 49ers, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. Ils sont décimés. Ils arrivent à accrocher des matchs. Tu te dis, bon, je me dis, les Falcons vont les accrocher. Non, voilà. Les Giants, bon, je me dis, ça peut être l'équipe piège du moment. La hype, bon, ils ont perdu Scatebo, ils ont perdu tout le monde. Maintenant, c'est un peu limité. Ils se battent avec leur force, mais c'est limité. Mais je me dis, la defensive line peuvent embêter. Mais non, ça fait le taf. Puis bon, bah, Christian McCaffrey, énorme. Bon, je laisse ça parler Olivier, sinon je vais trop dire de choses. Vas-y, Olivier, on t'écoute. Bah écoute, en début de saison, on était parti assez satisfait du recrutement qu'on avait fait parce que bon, on savait que ça allait être compliqué, on ne peut pas garder tout le monde, on avait un quarterback à payer. Bon, premier match de la saison, premier drive, on fait un superbe drive où les Seahawks, on les a mis dans notre poche. Sur le drive, Kittle se blesse, donc on a perdu Kittle après un drive et notre quarterback Purdy se fait mal au pied, à l'orteil, et cette blessure à l'orteil, elle dure. Malheureux, c'est comme ça. Donc, on joue sans ce quarterback là. On jouait aussi sans Brandon Ayuk qui n'était pas revenu, il était toujours blessé. On joue avec des receveurs dans n'importe quelle équipe NFL, ils seraient receveurs 7, 8 et 9. Nous, ils sont titulaires quasiment à tous les matchs. Et malgré ça, on arrive à gagner des matchs. Mais vu qu'on est San Francisco, on a réussi à perdre Boza, on a réussi à perdre Warner. Là, on a perdu Michael Williams. On dirait qu'il y a un truc qui fait que bon, on se blesse. C'est comme ça. Mais on est excellemment coaché. Moi, ça fait des années que je milite sur le fait que Shanahan est un super coach et que Robert Saleh est un super coach aussi. On a les deux. On optimise, comme l'a très bien dit Romain, on optimise avec ce qu'on a. Et moi, je le vois. Moi, je suis faithful, donc je vais garder cet esprit-là. Je le vois de l'autre côté. Je me dis, attention quand on va être tout complet, parce que si juste sur 3-4 matchs, on arrive à avoir je parle pas en défense c'est fini. Mais si en attaque, on arrive à avoir et Pearsall, et Ayuk, et Kittle, et CMC,
voilà, comment dire, ça peut faire mal aux adversaires, sachant qu'on a quand même cette capacité à appuyer là où ça peut faire mal. On jouait beaucoup de façon verticale ces derniers temps. Là, dimanche, on a rejoué à l'ancienne. On les a concassés au sol. On a donné 300 ballons à nos coureurs. Et la deuxième mi-temps, elle est passée comme dans un rêve. On avançait, on le roulait dessus à l'ancienne. Et il y a quelques années, nous étions en 6-3. C'est l'année où on perd contre tes Chiefs au Super Bowl après prolongation. Là, cette année, on est encore en 6-3. Et quand on voit l'effectif qu'on a à l'heure actuelle, ça prouve vraiment qu'on est, je pense, l'une des 2-3 meilleures équipes au niveau du coaching staff à l'heure actuelle à NFL. Et ça, c'est quelque chose qui permet de tenir la vibe parce que notre duo de linebacker, c'est un 6e et un 7e tour de draft. Je dis ça, je dis rien. Hein. Vas-y, Romain. Et la meilleure preuve, c'est, parce qu'on n'a même pas encore cité son nom, mais il faut qu'il vienne dans la conversation, c'est Mac Jones. Je veux dire, avec la blessure de Purdy, théoriquement, la saison, elle doit être terminée. Et là, au niveau aller chercher Mac Jones, super idée. Alors, pas de chance, Purdy se blesse, mais coup de chance, on a Mac Jones qui est le meilleur backup de la ligue aujourd'hui, qui jouerait dans plein de franchises et qui se rentre pleinement dans le Shanahan mood, quoi. C'est parfait. Il applique les consignes. Il veut pas surjouer. Il a une mentalité, je trouve, exemplaire. Je l'ai fait en conférence de presse après les matchs des Niners. Je le trouve vraiment sympa. Alors, je sais pas quel était je l'avais pas forcément suivi aux Patriots. Hein. On peut pas dire qu'il est réussi. Là, c'est plutôt une déception pour lui, je pense, hein, sa carrière aux Patriots. Et là, il est en train de se trouver une renaissance qui nous arrange, qui l'arrange lui, parce que ça le remet peut-être sur des rails pour une carrière meilleure dans une autre numéro 1. Mais pour nous, c'est parfait. Pour lui, c'est parfait. Et ça correspond, comme dit Olivier, c'est vrai, à ce staff qui a réussi, voilà, qui a le joueur parfait pour faire marcher cette équipe et nous faire gagner des matchs qu'on ne devrait pas forcément gagner. On croise les doigts. Mais Mac Jones, vraiment, je suis très heureux pour lui. Un mec que j'aime beaucoup, vraiment, sur le terrain et en dehors. Puis même le petit geste, ce qu'il a eu, là, je reviens vite fait, mais le petit geste qu'il a eu ce week-end à faire starter le quarterback remplaçant pour qu'il ait un snap en NFL, j'ai trouvé ça plutôt sympa de sa part. Aux Patriots, dans le vestiaire, c'était pas le plus aimé apparemment, mais voilà, ça, il a peut-être mûri aussi, hein, bien évidemment. Et moi, j'ai envie de dire, de toute façon, on peut mettre aujourd'hui, je pense, n'importe quel quarterback avec Kyle Shanahan, il arrivera à tirer le meilleur de son quarterback. Et moi, s'il y en a encore qui doutent de Kyle Shanahan, c'est comme douter de Sean McVay, c'est comme douter d'Andy Reid. Aujourd'hui, les performances sont peut-être pas là même à Kansas City, mais si tu viens douter d'Andy Reid, à un moment donné, il faut changer de sport, quoi. Donc, si tu doutes de Kyle Shanahan, il faut changer de sport aussi. Quand j'entends certains dire, bah ouais, Shanahan, attention, il se fait sauver, peut-être il est peut-être sur le siège éjectable. Qu'est-ce que tu veux reprocher à Shanahan là? Tu peux pas. On peut que lui reprocher de ne pas avoir gagné le Super Bowl pour le moment. C'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. Ouais. Mais ça, il n'y a qu'un gagnant chaque année. Voilà, c'est un gros reproche, mais voilà, effectivement, il y a 31 perdants tous les ans. Hein, donc, à un moment donné, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher de plus. Et là, ce qu'on voit avec l'effectif aujourd'hui, on y reviendra après, mais un peu plus tard dans l'épisode. Mais on peut dire que la saison des 49ers, même si le calendrier est abordable, le calendrier, ça fait pas tout et il faut gagner les matchs. C'est ça le plus important en NFL. En NFL, c'est toujours un L, un W ou le match nul, mais voilà. C'est un L ou un W et c'est ça qui compte à la fin de la saison. C'est pas le reste. Et quand tu parles de calendrier, Jo, il y a aussi un truc. C'est qu'en début de saison, dis-moi qui voyait les Colts aussi fort que ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Parce que le calendrier, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Il suffit que tu sois, toi, décimé par les blessures et ton calendrier, tu pouvais passer pour un épouvantail et tu deviens une serpillière. Hein. En fait, ce que je reprends quand je dis calendrier abordable, c'est les équipes voilà, en NFL, c'était pas les plus attendus que vous aviez en calendrier. Avec Elliott, on avait même soulevé le truc. Et Elliott, on avait même dit, normalement, avec le calendrier qu'il y a, s'il n'y a pas de bobo, s'il n'y a pas de pépin, on doit finir en 15-2. C'était l'objectif. Moi ça me paraissait abordable. Voilà, 15-2, 14-3, ça me paraît abordable au vu du calendrier. Bon, là, les blessures et tout ça, ça remet un peu, ça rebat les cartes, on va pas se mentir. Tu perds pour moi le meilleur joueur de la ligue. C'est pas Olivier qui va me faire dire le contraire. Fred Warner, pour moi, c'est le joueur. Y a pas... Moi, j'adore mes linebackers à Kansas City. Mon trio de linebackers, je les adore.
mais Fred Warner, il est au-dessus de tout le monde. Il y a personne qu'au-dessus de lui en NFL. Faut le dire. Pourtant, moi, j'adore mes linebackers. Nick Bolton, c'est pas un peintre. Pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs linebackers en NFL, mais le numéro 1, il est loin devant. C'est lui. Bref, tu perds des joueurs comme ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on va revenir quand même sur un petit coup quand même en arrière. Pour vous, quand vous avez vécu votre intersaison, Olivier, tu as perdu ton Dédé Greenlaw favori, mais qui était blessé depuis 1 an et qui avait du mal à revenir. Bon, maintenant, il a eu pareil. Quand on voit, est-ce qu'on s'est bien fait de l'avoir laissé partir, parce qu'il est resté un moment blessé quand même aux Broncos avant de rejouer là. Il a joué son premier match, je crois, là, ce week-end ou le week-end d'avant. Bref, il y a quand même des joueurs. Il y a Deebo Samuel qui est parti. Vous l'aviez dit, c'était pas un grand regret, tout ça. Mais pour vous, par rapport à ce qui se passe en ce moment, est-ce que vous regrettez certaines choses ou est-ce que vous dites, c'est comme ça, il fallait le faire, quoi? Non, de toute façon, là, le problème, c'est qu'il y a la salary cap. On savait très bien qu'on avait Purdy à payer. Donc, c'était un choix. Soit on dit Purdy, il dégage et une autre équipe va en profiter, ce qui était impossible. Romain est d'accord avec moi là-dessus. On était tous au niveau du Facebook Podcast, on avait tous le même avis. Le petit, il fallait qu'on le prolonge. Il mérite totalement les dollars qu'on lui donne. Il y a même pas à discuter. Alors, je vais vite couper court. J'ai entendu des saucisses beaucoup. Bon, malheureusement, avec les réseaux, on entend beaucoup de saucisses. Oui, ça, il y aurait un truc entre l'année, oui, mais quand il va revenir, Mac Jones sera titulaire, il sera remplaçant. Dans aucun monde, Mac Jones est meilleur que Purdy à l'heure actuelle. Dans aucun monde. Voilà, il faut arrêter. Ça, c'était le point 1. Donc, une fois que tu payes ton quarterback, que il passe d'un salaire d'un dernier choix de la draft à un salaire de quarterback titulaire de franchise quarterback, c'est pas le même tarif. On savait qu'on perdait du monde. On a perdu Banks sur la ligne, ça nous a fait beaucoup de mal. On a perdu Dédé et Ufanga sur les linebackers et les DB, ça nous a fait beaucoup de mal. Mais de toute façon, l'effectif, il fallait le renouveler. Donc, c'est pas gênant. Je m'y attendais. Sachant que d'après si je me rappelle bien, je crois qu'avec 11 joueurs de San Francisco de l'année dernière, ça faisait un salary cap complet au niveau de ce qu'ils ont touché, au niveau des salaires qu'ils ont touchés, que ça soit Banks, que ça soit Dédé, que ça soit Mooney Ward ou Fanga, ça faisait des salaires énormes. Donc, on ne pouvait pas les garder et ça prouve qu'on travaille. D'ailleurs, vous aussi, vous avez récupéré un de nos joueurs, le left tackle. Ouais, Jalen Moore. Et ça va, ça se passe? On va pas se plaindre. Hein. Alors là, ce week-end, il a souffert, mais les autres, il faut savoir. Parce que nous, on savait que c'était remplaçant. Hein. Oh non, mais moi, moi, franchement, là, il a remplacé donc Josh Simmons, qui est parti pour des problèmes familiales pendant 4 semaines là. Ça nous a fait très mal, mais Jalen Moore, il a fait son plus mauvais match là contre les Bills, mais après tu peux pas. Sinon les autres matchs, il a été plutôt. Quand tu vois pas un left tackle ou sur la O-line, quand tu le vois pas, c'est que la plupart du temps, c'est que on n'a rien à lui reprocher. Donc on n'a pas grand chose à lui reprocher à part le week-end là. Mais après le week-end là, on va dire, j'ai envie de dire toute la O-line a pris un peu après le bouillon. Donc c'est un peu compliqué de dire que c'est que de sa faute. Mais non, Jalen Moore. Et puis on avait réussi, on avait pris aussi le running back qui venait de chez vous. Elijah Mitchell. Mais il n'a pas starté encore. On aurait pu le faire starter ce week-end. Il a préféré prendre Clyde Edwards-Helaire. Donc je sais pas. Voilà, après. Non, mais voilà, on savait très bien qu'on allait perdre beaucoup de monde. Donc on a fait une draft cohérente. Je sais pas ce que tu en penses, Romain, toi, de tout ça, mais au niveau de la draft, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, tout ce qui est draft et trade, t'es beaucoup plus pointu que moi, Olivier, et les Faithful sont beaucoup plus pointus, et c'est pour ça que je vous écoute. Donc, j'irai pas sur ce terrain-là. Ce que je peux dire, par contre, c'est que j'ai bien aimé les ajustements qu'on a fait petit à petit. Bon, le plus gros ajustement, d'ailleurs, là, c'est presque un reproche, c'est pourquoi on l'a pas fait plus tôt, c'est Jack Moody, notre kicker, qui nous a l'an dernier, nous a coûté des matchs. Cette année est parti sur un premier match catastrophique. Et quand on voit qu'on a signé derrière Pinheiro, qui était agent libre et qui est à 20 sur 20, 21 sur 21, enfin, qui fait un début de saison exceptionnel, qui nous envoie des kicks de malade de loin. Bon, ça, par exemple, c'est un très bel ajustement, parce que c'est bien aussi, parfois, tu te trompes sur des choses et c'est bien de pouvoir te rattraper. Qu'est-ce qu'on a on a des gars aussi qui étaient là, mais du coup, à qui on a donné du temps de jeu. Je pense à Tongues, qui est absolument improbable, qui nous fait vraiment du travail magnifique.
Bourne que Mac Jones connaissait auparavant, qu'on a fait venir et la connexion fonctionne entre les deux. Il a été plus discret ce week-end, mais il fait le job. On a, je pensais à qui encore? Robinson a enfin fait un bon match ce week-end. C'est le wide receiver, c'est Keishon Boutte, je crois, c'est ça? Non, le wide receiver qui faisait plein de yards là, les dernières semaines, c'était comment? Il a dit Kendrick Bourne. Ah, Bourne, Kendrick voilà. Bourne, oui, Kendrick Bourne, pardon. Il lui disait qu'il a meilleur accent que moi. Là, c'est l'accent de Los Angeles, moi, c'est l'accent de la Ouais. Ciotat. Donc, Non, non. Je suis désolé. Dans ma tête, je pensais à Keishon Boutte, mais c'est Kendrick Bourne, pardon, excusez-moi. Non, Bourne, qui vraiment a fait le travail contre les Rams, si je me souviens bien, il fait un très bon match. Il a fait un match Énorme match. Voilà. Et avec une superbe course sur le côté. Là, donc Robinson, je l'ai trouvé vraiment très très bon enfin ce week-end contre les Giants. Après, les Giants, comme on disait, je pense que même moi, j'aurais pu percer un ou deux rideaux. Mais bon, au moins il l'a fait. Donc je trouve qu'on s'est bien ajusté sur un début de saison qui aurait pu vraiment mal se goupiller. Et donc on sent qu'il y a une âme dans cette équipe, qu'il y a du coaching et qu'il y a vraiment une cohésion au niveau de l'état d'esprit et du jeu pour que ça fonctionne, puisque voilà, Fred Warner n'est plus là, mais il y a son esprit qui est autour de l'équipe et il y a vraiment cette solidarité, je trouve. On n'a pas eu de défaite infamante. La pire, je trouve, c'est la semaine dernière, même si Olivier avait trouvé que c'était un très bon match dans l'état d'esprit contre les Texans. Moi, j'avais été un petit peu plus frustré, on va dire, par ce match-là. Mais on peut pas tous les gagner, on peut pas tous les perdre de peu. Là, on avait pris une petite volée. Bon, on a bien réagi. J'ai envie de dire que là maintenant le plus dur commence parce que effectivement il y a le calendrier et là on va se retrouver avec des équipes, on va retrouver des équipes de notre division, donc ça va être une rivalité à chaque fois. Voilà, j'ai envie de dire qu'il faut passer la deuxième vitesse maintenant pour voir si tous ces ajustements, tous ces trades sont efficaces. Ok, donc là on peut dire voilà vraiment le tournant, ça a été donner un salaire à Purdy, ça c'est un des tournants phares quand même de la saison. Oui, mais on sait pas encore ce que ça vaut, tu vois, parce que après avec Shannon, je me fais pas de soucis, ça serait pas. Non, mais pour Purdy, tu vois, il a une double pression maintenant. Il a ce salaire qui est un salaire de vrai numéro 1. Donc là, on peut plus lui passer le côté, c'est le petit jeune, moitié rookie ou qui est dernier de la draft et tout, c'est fini. Il a un salaire de top 10 quarterback dans la ligue. Et puis, même si Olivier en a parlé, il y a la petite pression de Mac Jones, qui évidemment n'est pas meilleur que Purdy, mais qui fait un intérim vraiment nickel, vraiment qui fait tout ce qu'il faut. Donc, évidemment que Purdy sera pas remplacé par Mac Jones quand il va revenir, Purdy. Mais si Purdy commence à perdre 3-4 matchs d'affilée, les discussions, tu vas forcément les avoir en disant, bah oui, mais Jones, il les perdait pas, ces matchs-là. Donc, évidemment que tu vas pas rechanger, mais ça te met une pression sur les épaules quand tu sais que tu as un backup qui a fait du très, très bon boulot. Surtout qu'à Mac Jones a un QB rating un peu monstrueux en ce moment. Donc, si on veut regarder les stats pures, tu regardes les stats. Moi, je vois Mac Jones jouer, je me dis, purée, le mec, c'est Joe Montana, quoi. Il déroule, ça va tout seul. Non, mais c'est vrai. Ce que j'aime bien chez Mac Jones, quand il se délivre ses passes rapides, ce que fait pas toujours Purdy, quoi. Et j'aime bien quand ça joue vite là. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique de Mac Jones en ce moment, sûrement coaché par Shanahan, mais c'est son style, quoi. Et j'aime bien. C'est sa marque de fabrique aussi à Alabama à l'époque. Hein. C'était un peu ça aussi. Mais j'aime bien parce que comme il est pas très bien protégé en ce moment, c'est bien de balancer une passe très vite qui arrive. Voilà. L'intelligence du coaching staff, on y reviendra toujours. Il était très très première lecture, comme l'explique de façon régulière notre Gonzague national dans notre podcast. L'homme autopiné, ou autopouné, comme dirait Romain. Il est très première lecture, donc c'est aussi à double tranchant parce que là dimanche par exemple, Burns il est à ça de nous faire une interception sur la passe en bubble sur la droite pour Yutsek et parce que il est à ça, et s'il intercepte c'est pick 6 c'est vrai qu'il l'avait lu dans le marbre. La passe, il l'avait lu tout de suite. Hein. Donc c'est pour ça que c'est vrai. Mais comme tu dis, il y a cette pression. Ensuite, si véritablement, je te spoil un petit peu, hein, désolé Romain, vas-y. mais comme ce qu'on a dit nous hier, ça nous dérangerait pas de voir Mac Jones être titulaire jusqu'à la fin de saison si Purdy il est pas à 100%.
et que Purdy puisse, parce que cette blessure au pied est très, à l'orteil est très particulière, et comme c'est le pied de lancer au niveau du poids, il vaut mieux qu'il récupère complètement plutôt que de la traîner de façon calendaire chaque année, tu vois. Donc, mais en plus, il n'y a pas le feu. Du moins, il n'y a pas le feu dans votre division. Vous êtes 3e. Mais tu peux avoir 3 qualifiés en NFC West cette année. C'est pas gênant. Hein. Donc bon, il n'y a pas le feu de le faire revenir. Moi, je trouve, c'est intelligent. Aujourd'hui, je vois un Brock Purdy qui est là, qui est sur la sideline, qui voit ce Mac Jones jouer. Il n'y a pas d'affolement. Ils discutent entre eux. Voilà. Mac Jones, c'est le taf. Il sait ce qu'il a à faire. Il répète souvent en conférence de presse. Le numéro 1, c'est Brock Purdy. Quand il reviendra, c'est lui le numéro 1, machin. Il sait très bien où il en est. Par contre, voilà, il y a des franchises qui ne savent pas prendre quel quarterback. Et à un moment donné, il faudrait se poser des questions. Parce que la preuve, quand tu tombes dans un bon système, que tu sois quarterback moyen ou bon, on voit ce que ça donne. Un Sam Darnold est passé dans les mains de Kyle Shanahan. On voit ce que fait Sam Darnold maintenant. Non, mais voilà, à un moment donné, il faut relativiser et dire les choses, il faut dire les faits. Je suis un grand fan de Sean McVay, je le dis clairement, parce que j'adore sa façon de coacher, j'adore sa façon d'être avec les joueurs et tout ça. Kyle Shanahan, ils se connaissent très bien en plus. Hein, voilà, donc ils se connaissent très bien. Donc Kyle Shanahan a une autre façon de faire, mais qui fonctionne aussi. Voilà, mais moi je suis un fan d'Andy Reid parce que voilà, c'est une autre façon de faire aussi. Bref, mais aujourd'hui, tu peux pas nier Kyle Shanahan et voilà, tu peux pas nier que il a un talent, un truc pour parler au quarterback. Tu peux pas faire autrement. À part le flop Trey Lance où il avait vendu la maison et à l'époque il voulait déjà Mac Jones, je pense à l'époque, et qui est sorti juste avant. C'est ça qui a fait que aussi quoi. Faut pas l'oublier. Hein, donc bref, si je me trompe pas, c'est dans ce sens-là. Hein, il me semble. Non, je crois qu'il sort après. Mac Jones, c'est ça. La draft, c'est un Lawrence, deux Wilson. Et trois Trellens. Je pense qu'ils ont hésité. Hein. Je pense qu'ils ont hésité. Oui, c'est vrai. C'est la draft où il y a eu Zach Wilson. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, Zach Wilson. Ce que tu dis qui est très vrai, Joe, c'est que on en a parlé. Bon, les fans des Seahawks n'étaient pas d'accord. Enfin, eux en particulier. Mais Darnold, quand il est venu à San Francisco, je rappelle que c'est le mec dont tout le monde se moquait parce que il avait vu des fantômes. Il était considéré comme un bust absolu. Il fait une année sur le. Oui, il était sur le banc à San Francisco, mais pendant un an, il a travaillé tous les jours avec Kyle Shanahan. Maintenant, il a un contrat à $100 millions. C'est bizarre. Et il est passé aussi dans les mains d'un très bon coach aux Vikings aussi, qui sait parler à des quarterbacks. Et derrière, c'est un ensemble de choses. Et quand tu mets quelqu'un en confiance. C'est la preuve que, de toute façon, un Sam Darnold, je crois que c'est un premier tour de draft, même c'est numéro 2 de draft. Un numéro 2 de draft. Le mec, il avait un potentiel quand même. Alors après, il l'a mis plus tard, mais il est plus jeune que certains QB qui ont été draftés il n'y a pas si longtemps, où ils sont quasiment au même âge. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Donc, et tu prends Mac Jones, s'il fait ces 2 saisons, s'il fait cette saison à San Francisco, et que nous on le garde, il a un contrat de 2 ans. Faut le garder. Je pense qu'il faut le garder. Est-ce que des gens vont pas arriver pour nous mettre ça dépend ce qu'ils te proposent. Si on te donne un peu de. C'est vrai. Alors moi, je suis le comment s'appelle, l'agent de Mac Jones. Si les Jets se viennent, je lui dis non. Hein. N'y va surtout pas. Hein. Reste chez nous dans ce cas-là, c'est clair. Même si te mettent le chèque, reste à San Francisco, mon gars. Surtout, ne va pas là-bas. Ne va pas chez les Dolphins en ce moment. C'est très, très compliqué. Quoi. Voilà, non, mais il y a des franchises qui ont besoin de quarterback. Et que ce soit cette année ou peut-être en milieu de saison l'année prochaine. Et Mac Jones, il peut se retrouver à avoir un poste de titulaire parce que ce qu'il délivre à l'heure actuelle, ça le positionne comme un très, très bon quarterback à NFL. Je dis pas un top quarterback, mais il y a des quarterbacks à l'heure actuelle à NFL qui sont largement moins bons que lui. Hein. Mais ils ont fait bientôt toutes les équipes. Hein. Donc voilà. Mais aujourd'hui, un après Aaron Rodgers aux Steelers ne serait pas infamant d'envoyer un Mac Jones, pourquoi pas là-bas. Après un Aaron Rodgers, bien évidemment, parce que c'est un peu le même style. Ça reste dans la poche, ça reste des quarterbacks passeurs. C'est un peu voilà, je dis pas que c'est Aaron Rodgers, ça loin de là, mais ça reste un peu dans l'idée d'un peu la continuité de même style de quarterback, on va dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais bref, mais Mac Jones, voilà, il prouve clairement qu'il mérite sa place en NFL et voilà, c'est bien joué de la part de Shanahan. Shanahan a vu du talent en lui, il l'a pris, il l'a loupé à la draft ou il l'a pas pris. Oui, c'est ça. Voilà, et peut-être qu'il n'était pas seul à prendre la décision non plus. Il faut le dire aussi, peut-être, parce que des fois,
as les GM qui sont derrière, qui poussent, et les propriétaires qui poussent derrière. Tu sais jamais trop ce qui se passe dans les draft rooms. Des fois, tu te dis, il y a des choses qui se passent, c'est un peu bizarre. Et puis peut-être que s'il avait pris Mac Jones, ça ne se serait pas bien passé, parce que peut-être que dans l'état d'esprit, il n'était pas mûr, comme on l'a vu aux Patriots, et que là, c'est un contexte spécial qui fait qu'il est numéro 2, qui sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour convaincre, et qui joue peut-être sa carrière sur les matchs qu'il est en train de jouer. Mais donc, c'est pas la même approche. Et il aurait peut-être pas performé autant avant. Pour moi, il s'est assuré une carrière en NFL, que ce soit backup ou titulaire, mais il s'est assuré une carrière en NFL. Avec la saison qu'il fait là, il n'y a aucun problème. L'année dernière, chez les Jaguars, il n'a pas été catastrophique non plus. Il avait fait des trucs corrects. Bon, ça n'a pas été le Mac Jones de cette année, bien évidemment. Mais voilà, et là, cette année, il fait le boulot, clairement. Et si ça ne serait pas Mac Jones, vous ne seriez pas à 6-3 aujourd'hui, je pense. Voilà, il faut le dire clairement. Absolument. Faut le dire clairement. Donc voilà. Pour vous, sur ce début de saison, bon, la défense, on le sait. Voilà, on le sait, ça va être compliqué. Par contre, Olivier on a un peu parlé. Si on récupère les blessés, si on récupère ça peut, donc c'est le cas de le dire, choisis ton poison, après on attaque. Pour vous, vraiment, aujourd'hui, l'analyse qu'on peut dire, c'est l'attaque qui va aller vous faire gagner. S'il faut aller accrocher des matchs, c'est pas évident. Mais voilà, je voulais revenir par rapport à ça sur le début de saison pour vous. C'est la défense, l'attaque qui vous fait gagner les matchs, pour la suite de la saison, comment vous voyez la saison, vous, au niveau de l'analyse là? Très honnêtement, c'est ni l'attaque ni la défense qui nous a fait gagner des matchs, c'est le coaching staff. Pour moi, c'est le coaching staff à tous les niveaux, que ça soit offensif, défensif. Et tout à l'heure, on en a parlé vite. Je voulais que tu la sortes à la fin de la chronique, celle-là. Comme ça aurait fait la transition parfaite. Elle est bonne. Et Eddie Pinheiro, Olivier. Et Eddie Pinheiro qui nous rapporte des 3 à 6 points par-ci, par-là qui font la différence en fin de match. J'allais exactement le dire, ou même parce qu'on a changé aussi le coordinateur de l'équipe spéciale. Je pense que pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Eddie Pinheiro, je pense qu'on a dû lui dire, vu qu'on a mis un 3e tour de draft sur Moody, essayer de le garder encore un peu. Oui, mais je pense que ça joue aussi. Et après le premier match, il a jarté. Et comme par hasard, Pinheiro est arrivé. Et même au niveau des équipes spéciales, on se faisait massacrer depuis des années. On était ridicule. L'année dernière, on avait touché le fond du fait-tout. Cette année, c'est quand même. On a rééquilibré tout ça. On a équilibré l'attaque, on a équilibré la défense. On fait mieux en équipe spéciale. Et en fonction des forces en présence, c'est soit la défense, soit l'attaque qui nous fait gagner, parce que des deux côtés, on est bien coachés. Le meilleur exemple, c'est le match contre les Rams, Joe, où on fait un très bon début de match, où c'est l'offensive qui nous permet de mener 14-0, si je me souviens bien, parce que c'était vraiment un début de match extraordinaire. Derrière, on commence à piocher un petit peu. Heureusement, on a les field goals qui nous permettent de rester devant. Et après, c'est des actions défensives avec c'est Collins qui fait ce fumble qui rentre dans la légende. Maintenant, à un yard de la ligne, Olivier, tu te rappelles? Oui, il met une mandale. Il leur arrache la tête et le ballon. Voilà, il défonce tout. Et puis la dernière action où Sean McVay va sur une 4e tentative, je crois, au lieu de tenter le match nul, il tente l'action pour aller récupérer les derniers yards qui manquent. Et là, défensivement, on bloque avec Fred Warner qui touche pas le ballon, mais qui sait déjà qu'on a gagné sa dernière action. Donc voilà, comme dit Olivier, c'est une bascule, c'est un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Parfois, c'est dans le même match. Tout ça chapeauté par le staff qui gère tout ça parfaitement. Robert Saleh, on va en parler évidemment pour la défense. Et ça fonctionne parce qu'il y a une équipe qui est vraiment comme ça, soudée pour l'instant. Et les résultats permettent cette cohésion. C'est un ciment, la victoire, ça on le sait. Il n'y a pas meilleur moyen de lier, d'unir un vestiaire. Et donc pour l'instant, tout est compact, la machine tient bien. J'espère juste qu'il ne va pas y avoir un grain de sable qui va se mettre dedans. Parce qu'on sait que parfois l'équilibre est fragile et que là, notre équilibre est fragile parce qu'on n'a pas notre effectif normal. Et si ça revient en attaque, Joe, comme tu disais, et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, non mais offensivement, c'est une machine de guerre qu'on a. On a déjà un mec qui marche sur l'eau, Christian McCaffrey, c'est Jésus. Le mec, il marche sur l'eau. Si à côté de lui, on lui met tous les apôtres, ça y est, c'est le paradis. C'est terminé. On défonce tout. Il faut qu'on tienne en défense. Mais offensivement, c'est extraordinaire ce qu'on a. Extraordinaire.
Le McCaffrey, c'est le Zizou 2006 contre le Brésil. Ah ouais, non, mais chaque match, c'est un miracle, quoi. C'est le mec qui défonce tout. Il a tout fait, il aura tout fait au Brésilien, il aura tout fait. Bah là, Christian McCaffrey, il fait tout. Ouais. Non, mais moi, ce qui me sidère avec McCaffrey, c'est que tu sais que Mac Jones va lui donner le ballon. Tu le sais. Ah oui. Tu le sais qu'à la passe, il va lui donner. Il traîne, mais tu sais qu'il va lui donner. Et tu te dis, mais c'est pas possible que les cordeaux en face ne s'adaptent pas à chaque fois. Il est pris, les premières, deuxième lectures sont prises, bam, c'est McCaffrey. Hop, c'est McCaffrey. Et McCaffrey aujourd'hui a plus de yards. Ouais, mais il se fait souvent arrêter, plus souvent arrêter maintenant à la course que l'an passé. Il est sur une moyenne de 3. Il a du mal, hein. Après, il se rattrape sur les passes. Voilà. J'allais venir, il a plus de yards à la passe qu'à la course cette année, si je me trompe pas. Son premier touchdown est super ce week-end là, où il est tout seul sur le côté. Tu te dis, mais comment il fait pour se retrouver tout seul? Extraordinaire. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Combien de fois Mac Jones va le trouver à la passe dans des matchs? Oui. Et tu te dis, mais c'est pas possible que les cordons en face. Tu sais qu'il va donner le ballon à McCaffrey. Tu le sais. Mais non, mais ça fonctionne à chaque fois. Et McCaffrey a aussi l'intelligence de courir le bon tracé, de courir au bon endroit, d'exécuter les exécutions d'actions précises, bien évidemment. Et ça fait tout. Et Mac Jones n'est pas. Et il ne fait jamais d'erreur. McCaffrey ne perd jamais un ballon. Il a fait un fumble, je crois, cette année. Bon, à un moment, mais il perd jamais un ballon. Il va toujours te gratter les 3-4 yards en plus. Les mecs s'accrochent à son paletot. Il n'y a rien à lui reprocher. C'est l'un des joueurs qui est quand même exceptionnel de cet effectif. Et moi, de toute façon, tu as envie de voir McCaffrey chaque week-end. Tu es obligé. De toute façon, que tu sois fan ou pas fan. Moi, je suis un grand fan de Jonathan Taylor, le running back aussi des Colts. J'adore le joueur et j'adore le regarder jouer, comme j'adore regarder jouer Jahmyr Gibbs. J'adore regarder Drake London ce week-end, ce qu'il fait en réception. Voilà, c'est tous des joueurs qui rafraîchissent en plus, qui sont jeunes dans les. Bon, McCaffrey est un peu plus vieux que les autres, mais voilà ce que je veux dire. Mais Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, ça fait un moment qu'ils sont en NFL. Et ces mecs-là sont toujours performants, ils sont beaux à avoir joué, ils sont capables d'être à la réception, ils sont capables d'être à la course, ils sont capables de bloquer, ils sont capables de tout faire, en fait, de tout faire. Et en fait, tu payes pour voir des joueurs pareils, quoi. Tout simplement, tu payes ta place au stade pour aller voir des joueurs comme lui. Moi, je paierais pour aller voir Patrick Mahomes aujourd'hui. Demain, tu me dis, on va voir Christian McCaffrey. Il n'y a pas de problème, je veux bien payer pour aller le voir parce que c'est un joueur qu'il faut voir une fois dans sa vie. Il faut être clair, on va pas se mentir. C'est des joueurs qui sont uniques, quoi. Là, tout simplement, ils sont uniques. Il n'y a pas de copier-coller. C'est Christian McCaffrey. Et il bat record sur record. Il bat, voilà, que tu aimes ou que tu n'aimes pas 49ers, voilà, sans être fan. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas fan, hein, bien évidemment, mais tu peux pas dire que tu n'aimes pas le joueur. Ce mec, il est incroyable. Et un autre chouchou d'Olivier, dont on n'a pas encore parlé, enfin pas en profondeur, mais qui est probablement le meilleur à son poste, c'est George Kittle. C'est-à-dire quand tu as McCaffrey, George Kittle. Alors là, je suis divisé. Moi, déjà, je suis divisé. Je savais que ça allait Monsieur Swift. Ne nous parle pas de Monsieur Swift, grand joueur, mais cette année, il n'y a pas photo. Je veux dire, regarde à la passe, c'est le deuxième de la NFL. Et c'est tous des jeunes qui sont nés après 2000. Je sais pas si vous suivez le podcast des frères Kelsey, mais c'était drôle. La semaine dernière, son frère, il met le tableau. Il dit, regarde, tu sais que Travis, tous ces joueurs-là sont nés après 2000, quoi. C'est assez drôle, quoi. Donc voilà. Mais les deux joueurs, et la preuve, à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est des grandes rencontres entre les deux. Ils se respectent et tout. Non, voilà. Après, c'est notre côté fan qui fait qu'on dit lui, il est meilleur, lui, il est meilleur. Mais les deux, c'est deux générationnels à leur poste de leur génération. Ils sont exceptionnels. Voilà. On a connu d'autres tight ends en NFL, mais les deux là, au sommet de leur carrière, au même moment, ils ont joué deux Super Bowls l'un contre l'autre. Ça a été des Super Bowls incroyables de chaque côté. Bref, voilà, tu peux pas le nier, mais voilà, George Kittle reste un grand joueur, hein, on va pas se mentir. Hein. Et puis c'est l'un des personnages les plus fun de la NFL. Tu peux dire ce que tu veux. C'est l'un des personnages les plus fun de la NFL, toute franchise confondue. Kittle, c'est un bonbon pour les médias. Je pense que Romain, si tu devais interroger un mec comme ça, tu prendrais un kiff parce que génial. Il a toujours le sourire. T'as encore pas réussi à accrocher une interview avec un joueur, Romain, depuis le temps que t'es là-bas. Non, mais j'étais allé voir un match entre les Rams et les 49ers il y a 2-3 ans en tribune de presse et du coup j'avais pu ensuite me balader dans les
travées du SoFi Stadium et j'avais vu la conf de presse avec McCaffrey, avec Jimmy G à l'époque. Et c'était un bonheur, mais non, je laisse faire mes collègues américains dans ces cas-là, surtout quand j'y vais comme ça pour le plaisir, je veux pas interférer. Mais Kittle, non, mais les conférences de presse de Kittle, c'est génial. L'autre jour, là, je sais plus ce qu'il a dit. À un moment, il y a un mec qui lui pose une question sur le côté, et du coup, il a envie de se tourner de se tourner complètement. Kittle, il lui dit, mais pourquoi ils t'ont filé une place sur le côté? Enfin, tu vois, il détend l'atmosphère, quoi. Le mec est, tu ne peux pas ne pas aimer Kittle, le mec, quoi. Après, il est pas dans ton équipe, mais tu peux pas ne pas aimer le joueur et le mec. Voilà. Moi, il y a des joueurs de foot que j'aimais, pourtant ils étaient contre nous et pourtant ils étaient trop forts. Moi, je suis désolé, c'est de ma génération, mais tu prends un Paolo Maldini, c'était un joueur exceptionnel à son poste. Voilà. Et plein de monde ne l'aimait pas parce qu'il était italien, mais Paolo Maldini, c'était un joueur incroyable. Il y a peu de monde qui n'aimait pas Maldini. Mais c'est toute cette génération, pour faire un pas de côté sur le foot, cette génération de l'Italie, quand ils pensent, qui n'aimait pas Maldini, il n'aimait pas Del Piero, qui n'aimait pas. Voilà, Totti, alors il y avait des détracteurs, mais quelle classe, quoi, tu vois. Et cette génération italienne, Buffon, qui n'aimait pas Buffon, c'était incroyable. Donc voilà, ça fait partie de ces mecs qu'on a, fait partie. Et McCaffrey aussi, il est très sympa, McCaffrey. Il y a vraiment Warner, il est incroyable. Cette équipe des Fred Warner, moi, mon Fred Warner, c'est mon joueur, c'est l'un de mes joueurs. Hors cas de Kansas City, c'est l'un de mes joueurs préférés. Je le dis, moi, j'adore les linebackers. De toute façon, j'adore le poste et je regarde souvent ce que font nos linebackers et tout ça. Mais Fred Warner, comment ne pas aimer Fred Warner? Mais pour être fan des 49ers, Olivier, tu me contreras pas, c'est vraiment facile en ce moment parce que les mecs sont sympas. Ils sont, en plus d'être des bons joueurs, on n'arrive pas à ne pas les aimer. S'ils ratent un truc, on va pas dire, enfin, pas un ou deux, notamment l'ami, mais qui a fait un bon match ce week-end, l'ami d'Olivier, notre numéro 15, voilà, qui a fait un bon match. Je suis curieux d'écouter le podcast parce qu'il a fait un très bon match, donc je t'attends, Olivier. Mais on les aime, quoi. Donc, si Kittle rate un match, tant pis, je vais pas lui en vouloir, on l'adore. Si Warner rate un match qui n'arrive jamais en termes de performance, on lui en voudra pas. Voilà, c'est comme ça. T'as interviewé les plus grands joueurs de la planète au niveau foot. Il y en a bien, ils sont passés à côté de leur match. Ça arrive à tout le monde de passer à côté d'un match. À un moment donné, t'aimes moins bien l'enchaînement des matchs, la famille. Non, mais on n'imagine pas l'entourage et tout ça. Et c'est un truc. On s'imagine pas en tant que professionnel. Ils se disent, ils sont dans leur bulle. Non. T'as la vie, t'as tes enfants, t'as d'autres soucis, t'as machin, Non, mais voilà, t'as la facture d'électricité, il la paye plus facilement que nous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, t'inquiète pas. C'est pas, c'est éventuellement la vidange de la voiture qui coûte cher, mais ils s'en sortent quand même. Mais ce que vous disiez par rapport à ça, par rapport au niveau de famille, nous on l'a vécu l'année dernière à San Francisco avec Pusher Mooneywark qui perd sa fille, qui a fait une saison complète, il était à côté de ses pompes, ce qui est tout à fait normal. On a Trent Williams qui a perdu, dont la femme a fait une fausse couche. Et après, on nous dit, ouais, mais ils sont bien payés. Ouais, mais les gars, non. Ricky Person qui prend la balle en Ricky Person qui s'est tiré dessus. Non, mais voilà. Franchement, comment tu l'as. Alors, ça serait une saison comme cette année. Tu te dis, là, la victoire est là. Donc, on tire tous vers le haut. On se dit, tiens, machin et tout. Là, quand tu as la défaite, tu plonges et tu n'arrives pas à te relever. La saison dernière, c'était ça. C'était vraiment. C'était un engrenage, quoi. Là, l'engrenage, il est positif cette année. L'an dernier, il était négatif. Il y a plus d'atouts cette année, on va pas se mentir, mais tout tient sur un fil, de toute façon, on le sait. Voilà. Et ce sera une saison comme ça. Ça va être une saison. Bien sûr. Exactement. Ça peut être une saison où on va en playoff et on est super et exploser. Et on peut finir la saison. Voilà. Et on peut finir la saison à 8-9, ça se trouve, si on craque là, parce que tu perds contre les Rams, contre les Cards, ça s'enchaîne mal. Mac Jones se reblesse. Ou la NFC, comme l'année dernière, les Seahawks qui finissent à 17 et qui vont pas en playoff. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Exactement. C'est un truc, c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé l'année dernière, quoi. Donc, et pour toi, tu finis une saison positive, quoi. Donc, voilà, ça peut arriver. Donc, juste pour finir cette petite partie là de chronique, pour vous, alors l'évolution sur la deuxième partie de saison qui arrive là, pour vous comptez 100% sur l'attaque, quoi, du coup, maintenant. On va pas se mentir. Il y a pas tellement de choix, malheureusement. Il n'y a pas tellement de choix. Fred Warner, comme je vous dis, il n'a pas moyen de venir jouer sur une jambe.
Non, c'est pour ça. Il pourrait. Ben, si on le laisse faire, il viendrait, hein, mais bon, c'est pas. Voilà. Mais de toute façon, il va faire comme il a fait au dernier match à domicile. Il sera encore là dimanche. Bah Il oui, va mettre le contre les bordel Rams, dans les. encore plus. Voilà. Oui. Il va mettre le bordel dans les tribunes. Il va donner ce supplément d'âme, comme disait Romain Tu tout vois à l'heure. l'esprit du bonhomme, quoi. Tu vois Ah l'esprit du bonhomme. ben, tout il de vit suite, comme hein. ça. C'est sa nature profonde. Je veux dire, c'est un amoureux de ce Et- sport. C'est un amoureux de cette Et c'est équipe. pas un premier tour de draft, hein. Faut pas l'oublier, hein, Ah Fred non, Warner. Hein. mais Incroyable. comme beaucoup de joueurs à San Francisco. Donc, après, oui, ben, je pense que la défense, on va faire ce qu'on peut. Là, normalement, Bryce Huff, d'après ce que je viens de lire, Bryce Huff devrait revenir ce week-end. Donc, si on a lui d'un côté et le petit qu'on a récupéré, White, je crois qu'il s'appelle, des Patriots, c'est moins pire que ce qu'on avait jusqu'à présent. Je dis Je pas vous qu'il spoil vient. pas là, parce qu'il y a les trades deadline qui s'affolent. Je ne vous spoil pas. Il y a des trucs de fou qui se passent, mais Mais pas c'est chez nous pour incroyable. l'instant. Pas chez nous. Non, pas de l'autre côté, mais il y a des trucs, c'est affolant. J'aurais jamais cru ça, Après, mais ça va être. Et tu as vu, et je sais pas si non, je spoil rien, mais quand tu as vu les tarifs proposés, je comprends pourquoi on ne bouge pas à l'heure actuelle. Hein, parce que Ah bah non, mais c'est bien sûr, n'importe quoi. Je sais pas si tu as les informations, Romain, en temps réel comme nous, mais. Non, je regarde pas là. Non, je regarde pas. Je laisse passer la marée et je regarderai après l'écume. Là, je coupe le téléphone parce que je dis, je le tourne parce que sinon là, je reçois toutes les alertes et tout. Dans mais une petite après, heure, je suis pour en revenir, donc pour la trade deadline. Pour en revenir à notre état d'esprit, j'aimerais te dire que oui, parce que tout le monde dit qu'un Super Bowl se gagne avec la défense d'abord. J'aimerais te dire qu'on va jouer sur défense. Mais quand c'est pas quand malheureusement les circonstances font que c'est pas ton atout numéro 1 parce qu'on a trop de blessés importants, et ben il faut être pragmatique, faut être intelligent. On va essayer de jouer sur l'attaque. On va peut-être s'ajuster et avoir quelques bonnes surprises. L'attaque, et si on doit gagner les matchs 36-32, on essaiera de les gagner 36-32 plutôt que 21-15, quoi. Voilà. C'est encore plus spectaculaire, j'aimerais bien, mais c'est pas dans les manuels comme on dit. Mais s'il faut en passer par là, on passera par là. On n'a pas le choix. On est obligé de compter sur une grosse attaque tant que les blessés reviennent aussi. Parce que Pearsall n'est pas là, on en parlait, et il nous a bien aidé en début de saison. Ayoub, il faudrait qu'il revienne un jour. Il faudrait que Bourne continue comme ça. Voilà, il y a beaucoup de conditions pour que la saison se déroule bien. Et Brian Robinson a fait son premier vraiment bon match ce week-end. Voilà, si Robinson continue sur ce niveau-là et qui est capable de jouer, de faire la boule de billard, la boule de bowling sur les gars comme il a fait là, il les a enfoncés sur 10 yards. Le touchdown qu'il met. Et j'ai envie de dire, c'est la deuxième partie de saison, c'est là qu'il va falloir commencer à être en forme. C'est pas le début de saison, c'est bien de prendre les wins et tout ça, on est d'accord, hein, d'avoir un bilan positif et tout. Mais c'est à partir de là ça va commencer à payer. On voit les blessés qui se blessent. Les équipes là, les Commanders, c'est out, ils ont trop de blessés. Voilà, on voit bien qu'il y a des équipes qui sortent du lot. Les Cowboys, n'en parlons pas, c'est terminé. Voilà, il y a plein d'équipes. Bref, c'est pour ça qu'il y a que la NFC Nord où ça reste un peu bizarre en ce moment avec les Lions, les Bears et puis les Vikings. Après, de l'autre côté, la sauce, c'est les Bucks qui sont au-dessus de tout le monde. Bon, les Panthers, je pense pas que ça soit un souci. Puis après, il y a vous de l'autre côté. Et où vous êtes pour le moment, 3 équipes. On n'a pas de chance. T'as vu la division qu'on a? On n'a vraiment pas de chance, quoi. On a une vie. Et même les tout le monde s'est refait la cerise, à part les Rams qui sont toujours un peu embêtants, mais tout le monde s'est refait la cerise un peu. Les Rams, c'est bon, hein. Les Rams, c'est bon, hein. Attention, hein. C'est très fort. Qu'on les ait battus, c'est vraiment. Je la garde sous le coude cette victoire parce qu'on est bien content de l'avoir parce que là, ce week-end, en plus, ils vont venir avec l'esprit de revanche. J'ai très très peur des Rams, hein. Très très peur. Ouais, et puis en même temps aussi, les Rams comme les Seahawks sont, je mets des guillemets, les moins impactés par les blessures. Ils ont des blessures, mais c'est pas les ils perdent leur receveur 1 et leur receveur 2. Ça veut dire qu'ils perdent Puka Nacua et Davante Adams. C'est plus la même équipe qu'on affronterait. Nous, depuis le début de saison, c'est pour ça que je veux quand même qu'on garde ça en tête. Nous, depuis le début de saison, c'est comme si au niveau des Rams, on jouait sans Stafford, c'est vrai. Et sans Adams. Je parle même pas de la défense. Non, mais là-dessus, la saison, elle est folle. Hein, des 49ers, elle est folle. Et justement, on va en venir, c'est une transition trouvée. Là, aujourd'hui, je vais vous laisser clairement parler. Et on va aborder l'effet Robert Saleh et on va dire la cohésion et la relation avec son head coach Kyle Shanahan, qui n'a pas hésité à aller le rechercher pendant la live season.
Et là, moi, je me tais et je vous laisse en parler. Le premier prend la parole qui vous voulez. Mais voilà, Robert Saleh, on Voilà, en parle. écoute, Robert Salé, nous, on attendait son retour avec impatience parce que on est passé de Robert Salé, qui était un super coordinateur défensif, qui méritait de toute façon d'avoir un poste de head coach. Après derrière, ça s'est bien continué avec celui qui est parti après au Texan. Même si voilà, Ouais. Demeco, cette année, c'est un peu plus compliqué cette année au Texan, mais bon, en espérant que ça continue pour lui. Et puis derrière, on est passé par deux mecs, Wilkes et Sorensen, qui sont pas faits pour coacher San Francisco. Donc, on est une bande de mouligas. Nous, on a besoin de mecs on a besoin de gars qui aient des tripes. Et Robert Salé, il est revenu, il a transformé cette équipe. On avait des mecs qui se faisaient marcher sur la gueule, il les a transformés en guerriers. Et on avait besoin de ça. Et il est fait pour San Francisco. Il est fait pour. C'est un coach de linebacker. C'est pour ça que les petits jeunes, ils sont pas perdus. Que le petit Béthune, malgré que ça soit un fond de cuve, il se débrouille très bien. Que le petit Winters, il se débrouille très bien. On a retrouvé de l'impact, de l'agnac, envie de mordre les gars, ce qu'on avait perdu. Et ce qui fait que San Francisco était craint à NFL. Et on sera de nouveau craint l'année prochaine avec une défense au complet. Même là, pas au complet, c'est qu'on fait mal aux gars, on a ce côté très agressif. Et en plus, moi qui regarde tous les matchs, et je pense que Romain c'est pareil, au niveau de la défense, il apporte plein de blitz, de feintes de blitz. Les mecs savent pas qui est-ce qui va venir. De temps en temps, tu as Jair Brown. Il était perdu pour le football américain, Jair Brown. Tout le monde disait, il est bon à rien. Et cette année, il fait une saison de malade. Vous prenez Béthune. Dernier match, il a fait 16 plaquages. 16 plaquages. Voilà, juste pour vous dire le niveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont coachés par un mec, il a un coaching, comme nous, on n'aime pas à Marseille avec deux Zerbi, un mec qui les prend, qui les secoue, qui gueule, qui rentre sur le terrain avec eux. Et nous, on a besoin de ça à San Francisco. On vit comme ça, on a ce côté passionnel. On n'est pas fait pour le grand froid. Et je pense que Robert Saleh, il apporte tout ça à San Francisco. Et les mecs, ils roulent pour lui. Ils y vont et on se bat. Et quand tu vois Clérine Ferrell qui revient alors qu'il est remplaçant de partout, il n'arrive pas à jouer, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un sac. Vous pouvez m'expliquer par A plus B. Robert Saleh, c'est un magicien. Il est capable de transformer. C'est lui c'est qui déjà qui sac par derrière le quarterback des Giants? C'est ça, quand il arrive, quand il l'a pas, il le voit pas arriver par derrière, mais c'est incroyable parce que tout le monde le voit arriver sauf le quarterback. Tu te dis, il va se faire défoncer. C'est bizarre que le stade d'ailleurs n'ait pas prévenu le quarterback parce que tu voyais qu'il allait se faire. C'est rare des sacs comme ça par derrière où t'as le temps de voir la catastrophe arriver, quoi. Et ça, pour nous, c'était fantastique. C'était pas une catastrophe. Non, mais pour le quarterback. Non, mais quand t'es quarterback, te prendre un bus dans le dos, de face, déjà, c'est dur, mais t'as le temps de le voir venir. Mais quand tu le prends dans le dos comme il l'a pris, il a pas, enfin, ça doit être incroyable. Nous, on se relève pas, Romain. Nous, on se relève pas. Ah non, mais nous, Mac Jones, le tampon qu'il avait pris contre les Rams, je m'en souviens, je filmais à ce moment-là. Je crois que j'ai filmé la dernière action de Jones de la saison. Il s'est pris un tampon à un moment. Il se relevait pas. Voilà, exactement. Tu vois l'action, il touchait sa jambe. J'étais là. Bon, j'ai vu la dernière action de Jones, peut-être de sa carrière. Et puis, le gars, il s'est relevé au bout de 15 secondes. Il finit le match contre les Rams. Là, il a fini le match contre les Rams, juste la petite aparté. Mais tu te demandes comment il fait pour finir. En béquille. Il était en béquille. Le mec, ils ont mis un bac de glace pour le ramener à San Francisco. C'est pas possible. C'est clair. Et là, ce qui a pris Dart d'eau, là, ce sac, pour nous, il était extraordinaire, mais pour lui, c'était fou. Et c'est vrai que c'est l'esprit Saleh. Ça fait partie, c'est un peu cette deuxième chance. On parlait de Jones tout à l'heure, c'est un peu cette deuxième chance pour Saleh qui a pas eu la carrière de head coach qu'il imaginait, j'imagine, aux Jets. Mais bon, les Jets, c'est pareil. Hein, qui pourrait les sortir d'où ils sont? Ça, Dieu seul le sait, et il en est pas sûr. Et donc, il a cette deuxième chance chez nous. Et on fait partie de ces franchises qui, je sais pas s'il y a un esprit, je sais pas si c'est une question de caractère, mais qui permet de se relancer, d'être complètement intégré. Il connaissait la maison et ça refonctionne. Donc nous, on croise les doigts pour qu'il reste parce que peut-être qu'il va, comme Jones, il va avoir des propositions plus tard pour redevenir head coach. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il s'éclate et j'espère qu'il se dit peut-être que c'est mieux d'être coordinateur défensif aux 49ers que coach principal d'une mauvaise franchise, et nous on le gardera avec plaisir. Après, les petits bémols, s'il faut en mettre, on fait pas assez d'interceptions, on est quand même la pire équipe en interception. J'aimerais bien qu'on en ait plus souvent, et j'aime pas la manière dont on se fait souvent
piégé par les passes de 7-8 yards là qui m'embêtent, qui nous font mal. Voilà, tout n'est pas parfait. Il le sait mieux que moi, j'imagine. Donc, ce sont les points de progression, j'imagine, chez nous qu'il faut qu'il travaille. Les passes 7-8 yards, c'est depuis qu'il n'y a plus le Roi Lion. Parce que tant que Warner était là, elle passait pas. Le problème, c'est que tu n'as Oui, plus de backpedal. Tu n'as plus oui, un oui. linebacker qui fait un backpedal qui permet de se repositionner et il ne jouait pas cette zone-là. Maintenant, il joue sur la tête de Béthune parce qu'ils savent que c'est un rookie. Enfin, que c'est un rookie, que c'est un débutant, quoi. Mais je comprends tout à fait. Tu as bien ciblé le point sur lequel on est en danger. Elles sont frustrantes, hein. Ah ouais, elles sont frustrantes. Oui. C'est parce que tu te dis, ah, c'est bon, on est en train d'annihiler l'action. Et là, le quarterback, il te trouve le mec 7-8 yards, le mec, il progresse, il fait le first down. Tu fais, eh mince, t'étais en troisième, tu pouvais récupérer la balle et l'action repart et c'est super frustrant, quoi. Après, ils vont progresser, je pense, sur le reste de la saison, les deux gamins qu'on a. Et Béthune, si en plus de faire des plaquages, il se met à toucher des ballons, ça peut être vraiment très très bien. Parce que pour l'instant, voilà. Après, je ne m'affole pas sur ces gamins. Voilà. C'est des gamins de 6e et 7e tour. Il faut leur laisser le temps et rien leur demander d'extraordinaire. Hein. Après, pour Salé, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est faire comme ils ont fait aux Chiefs. Hein. Leur coordinateur défensif, il a quasiment un salaire de head coach NFL. Voilà. Est-ce qu'il y a un salary cap pour les coachs, d'ailleurs? Non, je crois pas, non. Bon, Non, ça, Spagnuolo. Non, ça fait pas partie. Non, ça fait pas partie. Mais parce que du coup, tu les payes, quoi, dans ce cas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr. Bon, après, Spagnuolo a eu deux expériences de head coach où ça n'a pas marché. Donc, Salé, il pourra peut-être tenter une fois sa chance. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi, s'il peut faire comme une Spagnuolo rester à San Francisco, c'est bien pour vous, quoi. Voilà, parce que Spagnuolo, je pense qu'à l'heure actuelle, il aurait sa place comme head coach quasiment chaque saison, mon copain. Hein. Moi, tant qu'il reste à Kansas City, moi, ça me va. on est entièrement d'accord. Parce que je pense qu'à Kansas City, il a le salaire qui va bien. Oui. Si tu le payes à un niveau plus que décent pour un coordinateur défensif, qui est quand même mieux à Kansas City ou à San Francisco que je ne vais pas donner de nom, mais à Jacksonville ou aux Jets, ou même aux Falcons ou même à Washington. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, donc après à voir. Mais même de toute façon, par contre, si Robert Salé vient à être une nouvelle fois à partir, on aura des tours de compensation par rapport au fait qu'il il fait partie d'une minorité, donc on récupère encore un 3e tour de draft. Comme ça va être le cas pour il y a des compensations, les tours de compensation. Je sais pas les compensations. Voilà, c'est les tours de compensation. Ça serait des fins de 3e. À voir. Mais oui, c'est sûr qu'avec Salé, on a et puis la connexion avec Shannon, on sent que ils sont sur le bord de terrain et ils sont connectés tous les deux. Ça se parle pas, mais on sent. Oui, bien sûr. Il y a un travail, ils se connaissent et le fonctionnement qu'ils mettent en place. Je me rappelle quand De Willis est arrivé, il était en haut en tribune. Il a fallu qu'il demande de descendre. L'année dernière, Sorensen, tu avais l'impression. On peut dire des bêtises un peu ou c'est un truc sérieux? Oui, tu peux. J'avais l'impression que c'était un puceau pendant le bal de promo, quoi. Il savait pas quoi faire. Le puceau boutonneux, que savait pas. Et tu le sentais tout comme ça. Et voilà. Et là, Shannon, il a son style très personnel. On aime ou on n'aime pas, comme tu disais, il a sa façon d'être. Lui, il est beaucoup plus froid, concentré. Et il faut qu'il y ait un contrepoids, quelqu'un qui part dans tous les sens. Bien sûr. Comme il y a avec Salé. C'est des mecs comme ça. La relation est hyper importante pour que tout fonctionne. Hein. Donc, la preuve que c'est important. Et Kyle Shanahan, il ne s'est pas trompé en le rappelant. On le voit bien, quoi. On le voit bien. Ok, très bien. Bon, c'était la partie Robert Saleh qui était. Je voulais aborder le sujet, c'était important d'en parler. On va finir maintenant l'épisode pour vous, comment vous voyez la fin de saison. Et puis on va se mouiller avec un petit prono. Je vais donner les matchs qu'il vous reste à jouer. Vous allez recevoir les Rams. Ensuite, vous allez chez les Cardinals. Vous allez recevoir les Panthers. Vous allez chez les Browns. Vous allez recevoir les Titans. Vous allez chez les Colts. Vous recevez les Bears et vous recevez les Seahawks au dernier match. Donc, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs exactement. Pour vous, allez, on se mouille un petit peu. Comment vous voyez la fin de saison?
Ça pas évident. dépend de qui. Ça dépend de qui revient. Non, mais non, on est là pour se mouiller, là. On est là pour se mouiller. Là, on est là pour se mouiller. Écoute, on est à 6-3. Peut-être un petit. Allez, si ça se goupille pas très bien, un 11-6, on va dire. Et puis si on est bien, un petit 13-4, ça veut dire qu'on perd un seul match sur la. Non, ça là, je suis un peu optimiste quand même là. Ouais, non, allez. On est 12, allez, 12-5, allez, 12-5. Si ça se passe bien. Moi, je serais sur du 11-7. Je pense que ça, 11-6, 11, ouais, c'est ça. 11-6, Parce ouais. qu'attends, ça fait 5, moi j'ai calculé 5 et 3. Ça veut dire que ça fait 5-3. Ça fait 5-3. Ouais, c'est ce que Moi, j'avais je suis vu, sur un c'est ce que 5-3, j'ai donc fait ça à fait vue de 11-6. nez. Oui, mais si on récupère Pierre Saul, si on récupère, alors Brock Purdy, bon, pour limite Mac Jones fait le job, hein, mais si on récupère vraiment tout le monde opérationnel, bon, pas la défense, on a bien compris, on peut essayer de gratter un petit 6-2 sur les derniers matchs, c'est ça? 9, Ouais, c'est 8, ça. 17, c'est ça. Mais en étant optimiste, voilà. Et puis si Ouais. ça se passe mal, un peu moins, quoi. Moi, je pense que sans être trop négatif, les trois, je pense qu'on perd les Rams, on perd Oui. les Colts et on va perdre contre les Browns parce qu'on gagne jamais là-bas. Et après, on va gagner tout, on va gagner les, on va gagner Attention, les t'as le Seattle, Ouais, le Seattle, Seattle le à la dernier dernière match à la journée, maison, c'est trop bien. qui sera peut-être décisif, qui sera peut-être décisif d'ailleurs Mais pour c'est les trop bien. playoffs ou Mais c'est trop bien. Il faut que ça se joue sur ce dernier match, comme il y a 4 ans, Oui, oui, quand c'est on vrai. joue les Rams au dernier match chez eux, et qu'on les bat et qu'on va en playoff et qu'on perd en finale de J'y conférence. étais, Et oui, c'est pour j'y ça. étais. Ouais, c'était magnifique. Alors, Ouais, par c'était contre, Romain, fantastique. si C'est ça se vrai. passe comme ça, tu es obligé d'aller à San Francisco voir le match, hein, parce que comme tu es le porte-bonheur, le dernier match de la saison, il faudra que tu montes à San Francisco. Il y a pire comme devoir à faire. Hein. Voilà, mais Si bon. c'est que ça qui te fait plaisir, ça sera la date. C'est quoi d'ailleurs? C'est début janvier. Ouais, Début début janvier. janvier. Écoute, Je sais pas affaire où à tu seras, suivre. mais Ouais, si ouais. voilà, si réellement ça se passe comme ça, je me rappellerai de te le dire. Eh ben parfait. Eh ben on va pouvoir conclure l'épisode là-dessus. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'épisode. Je pense qu'on a été complet. On a été plutôt très positif pour les 49ers, même si c'est une saison difficile. Romain, je te remercie une nouvelle fois d'avoir participé et tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Et pourquoi pas pour les playoffs, hein? On en reparlera. Eh ben, ça serait bon signe. Exactement. J'espère. Exactement. Puis Olivier, bah, tu sais que tu es toujours bien le bienvenu. Toi, sur la chaîne, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Merci On conclut beaucoup. l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à nous commenter cet épisode si vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne écoute. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.